Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de votre émission À vous la parole. À vous la parole, ce soir, nous sommes en compagnie d'un jeune qui se démarque dans l'univers qui est celui de la communication dite événementielle. Patrice Asiga Yéné. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir également à tous les fidèles téléspectateurs du programme qui nous regardent ce soir. Comment vous allez? Je vais dire que je suis debout. Parce qu'on dit généralement qu'un homme est un malade qui s'ignore. Mais pour le moment, je suis debout. Et malgré la pandémie qui sévit, donc forcément, en tant qu'entrepreneur, en tant que Camerounais, en tant qu'un être humain, on peut dire que ça va, mais ça ne va pas. Durant ces presque 2 heures d'échange, nous allons bien évidemment revenir sur le parcours qui est le vôtre, votre formation, vos premières expériences et surtout sur l'événement qui vous a révélé, à la face de l'opinion nationale et internationale, le Salon de l'action gouvernementale. Patrice Asiga, pour permettre à nos millions et milliers de fans et de téléspectateurs à travers le monde qui nous font l'honneur et l'amitié de nous regarder tous les vendredis soirs, de mieux vous connaître, nous sommes allés justement à la rencontre de l'homme que vous êtes. Ceci sous le prisme du portrait qui ce soir encore est une signature de Francine Atiba. Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve un prétexte. Cette sagesse populaire, faite bêtement, lui irait certainement comme un gant, tant l'homme est moulé à la logique du non-renoncement. Patrice Asiga Yéné est né le 23 novembre 1985 à Bibia, dans l'arrondissement de Lolodov, dans le département de l'Océan, région du Sud. Élevé par sa grand-mère, le jeune Patrice Asiga est très tôt livré au combat de la vie, ceci sous l'aile protectrice de son oncle Charles Ateba Yéné, véritable mentor qui lui inculquera un certain nombre de valeurs. Pour avoir été éduqué et formé par mon défunt oncle, j'ai 2 principales valeurs. Il y a Dieu et le travail. Dieu parce que j'essaye, autant que faire ce que à ne jamais faire du mal à quelqu'un. Maintenant, pour le travail, je crois que sans le travail, je n'ai pas envie de dire, je ne serais rien, mais je crois que sans le travail, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre parce que chaque jour que Dieu a créé, il faut se lever tous les jours à 6 heures du matin, il faut aider madame à prêter les enfants qui vont à l'école, après il faut prendre le chemin du boulot, et puis rentrer tard le soir parce que entre mes initiatives personnelles, il y a aussi le travail même parce que je suis également employé dans une entreprise de la place, donc il faut seulement travailler, ce qui fait que je n'ai presque pas de week-end parce que le samedi matin par exemple, lorsque je me lève, il faut aller au sport, après le sport il faut aller au cabinet, donc j'ai généralement l'après-midi, le dimanche, pour passer un peu de temps avec ma famille que j'aime bien. Donc voilà mes 2 principales valeurs, le Dieu et le travail. Plutôt entreprenant, Patrice Asiga trouve sa voie dans une structure étatique, puis se lance à son compte en fondant son entreprise baptisée Mon Communicateur, pour marquer de son sceau l'univers du corporate camerounais plutôt timide lors de sa première édition. Le promoteur du Salon de l'action gouvernementale sera parvenu à hisser cet événement au rang incontournable dans l'année étatique. Serein plutôt sûr de lui, Patrice Asiga avoue tirer cette motivation quotidienne de sa famille, véritable trésor à ses yeux. Charlie, Dani, Mendy et puis Tommy. Voilà, donc je peux les appeler par des petits prénoms. C'est Thomas, mais son diminutif c'est Tommy.
Je vois qu'il y a un équilibre. Oui, Je suis des garçons. Donc, elle c'est l'aînée. Elle a 10 ans. Et puis, elle va en 6e. Elle a eu son concours d'entrée en 6e. J'espère qu'elle passera son 7. Parce qu'elle a également présenté le 7. Donc, ça sera forcément, si Dieu le veut. Et surtout si elle a bien travaillé. Hein. La première personne de la famille a obtenu un certificat. Wow. Ne s'étant jamais défait du souvenir d'une grand-mère partie très tôt, c'est un Patrice Asiga plutôt ému que nous retrouvons dans ses appartements pour quelques anecdotes. Issu d'une grande famille au sens large parce que mon grand-père était polygame, donc nous avons vécu dans cet esprit de convivialité et surtout il fallait être travailleur parce que vous savez les grands-parents généralement lorsqu'ils ont beaucoup d'enfants c'est un peu le sauve qui peut. C'est vrai qu'il y a un côté paternel où il encadre tout le monde pour savoir est-ce que tu évolues sur le plan scolaire et autres, mais il y avait à la base que chacun devrait vraiment être au four au moulin pour essayer de s'affirmer, pour accomplir ses tâches. Donc maintenant, du côté de ma mère, il faut dire que je suis le seul garçon parce que j'ai 3 petites sœurs. Nous sommes 4, je suis l'aîné, puis 3 petites sœurs qui viennent après moi. Jamais à court d'initiative, confiant en ses projets, c'est un Patrick Asiga Yéné à l'œuvre et à la manœuvre qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Welcome dear Mister. Retour sur le plateau Là vous la parole, édition de ce soir. Merci encore à Francine Ateba pour ce magnifique portrait de Patrice Asiga. Alors, monsieur Asiga, une partie de vous s'exprime à travers ce portrait. Oui, une partie de moi, j'ai envie de dire le tout moi, parce que là j'ai retrouvé ma famille. Je vous ai dit que j'étais orphelin de mère, et puis il y a ma famille, c'est-à-dire mes frères, mes sœurs, mes cousins aussi, et surtout ces enfants que vous avez vus sont 4, donc 2 filles, 2 garçons que j'aime bien. Voilà. Vous semblez accorder beaucoup d'importance à cette magnifique famille qui vous entoure au quotidien. Mais l'histoire nous révèle que vous êtes né le 23 novembre 1985 à Bibia, dans l'arrondissement de Lodorf. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un peu sur votre enfance de ce côté-là? Oui, en fait, Bibia, c'est un petit village voisin au mien, parce que je suis de Bikoka. Bikoka, c'est à Lodorf, l'arrondissement en tout cas dans le département de l'Océan, arrondissement de Lodorf. C'est le village à, j'avais dit 3 km, donc d'habitude, lorsqu'il y a des soucis de santé, tout le monde se déporte là-bas. Donc c'est ainsi que ma maman, au moment de m'accoucher, si on peut le dire ainsi, s'est dirigée où mes grands-parents l'ont amené dans cet hôpital-là, et c'est là où je suis né. Donc c'était une enfance, j'ai envie de dire paisible, parce que j'ai grandi là, je suis allé à l'école primaire, donc j'ai presque fait tous les petits métiers du village, donc aller au champ, ça je connais. Avec mes cousins, je vous ai dit, mon grand-père il avait 5 femmes, donc on était nombreux. C'était une belle enfance qui me manque. Donc parfois, quand je passe quelques mois sans y arriver, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qu'il faut que je retrouve. Et une fois que je me rends dans mon village, c'est comme une source de motivation, c'est une façon de me ressourcer et je reviens étant gavé, comme si on peut le dire. Vous semblez particulièrement avoir été moulé à la pensée de votre grand-mère. Oui, le portrait, je crois que la dame l'a si bien indiqué. Ma grand-mère m'a prise entre les mains de maman à 6 mois, pour imaginer, c'est-à-dire 6 mois jusqu'à ce que je devienne un homme, jusqu'à ce que j'entre en 6e, parce que c'est à partir de la classe 5e que mon homme me récupère. Donc il sort de l'école, là son premier emploi, donc c'est plus ma famille maternelle qui s'est occupée de moi. Donc ma grand-mère, c'était toute une histoire. Et puis plus tard, vous savez, c'est une femme qui a connu une histoire assez triste, qui a perdu tous ses enfants. Donc quand elle décède, il y a de cela 2 ans, mon oncle, en tout cas lorsque mon oncle décède, qui était son dernier enfant, parce qu'elle avait perdu tous ses enfants bien avant,
je suis obligé Je tiens à préciser ici que cet oncle que vous évoquez, Oui. il s'agit bien évidemment de Charles Atebaye, né Tout à fait. l'homme politique. Tout à fait, qui était le dernier. Voilà. Alors, lorsqu'il décède, je suis obligé pas de ma grand-mère, donc nous avons passé 5 ans ensemble, les 5 dernières années de sa vie. Et ça a encore été un moment très important pour moi parce que j'ai l'impression d'avoir rempli mon contrat. Vous savez, lorsque une personne vous élève, si à la fin de ses jours, vous pouvez prendre soin d'elle, c'est une très grande satisfaction. Une satisfaction parce que ma maman même, c'est vrai que ma grand-mère était plus ma maman que ma propre maman, n'a pas tenu parce qu'elle est décédée lorsque j'étais en seconde, mais au moins on a cette satisfaction d'avoir vécu ou passé les derniers moments avec notre grand-mère. Donc voilà. Vous avez évolué sous l'aile protectrice de votre oncle, Charles Atebaye, nous l'avons précisé. Alors, en mémoire, quel homme était-il et quelles sont les valeurs qu'il vous a inculquées pour être l'homme que vous êtes aujourd'hui? Bon, moi, je crois que c'était quelqu'un de vrai. C'était quelqu'un de vrai. Moi, particulièrement, je crois que j'étais son cobaye. Pour la petite histoire, lorsque j'étais en classe de 3e, et avec mes camarades, on a eu des petits soucis avec l'administration de l'école. On l'a appelé. Et la seule correction qu'il a jugé nécessaire de m'infliger, c'était de me fesser au rassemblement. J'étais en 3e. Donc il est venu. Il appelle ça l'humiliation. Mais moi, quelques années plus tard, j'ai compris qu'en fait, il l'éduquait par l'humiliation. Humiliation parce qu'il se disait que j'étais en quelque sorte, j'étais devenu son petit frère. Et je n'avais pas droit à l'erreur. Il avait l'impression que je n'étais pas conscient, parce que c'est ce qu'il me disait. Il avait l'impression que je n'étais pas conscient. Donc c'était un peu martial, mon éducation. C'était assez rude. Mais moi, je crois que ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée. Je suis sûr que ses propres enfants n'ont pas eu la chance d'avoir cette éducation-là, parce que il m'a amené à comprendre les réalités de la vie. Il m'a amené à comprendre qu'un homme doit se battre. Il m'a amené à comprendre qu'il y a des choses futiles et des choses utiles. Je puis vous dire que je ne vais presque jamais en boîte. Presque jamais en boîte parce que je ne sais pas ce que ça signifie aller en boîte. Mon oncle avait plein de voitures. Je puis vous dire que je suis parti de sa maison, c'est-à-dire lorsque j'obtiens le baccalauréat, je ne savais pas démarrer une voiture parce qu'il me disait, si tu veux conduire une voiture, tu vas t'acheter une voiture toi-même, tu ne conduiras jamais la mienne. Donc pour moi, tout ceci m'a amené à donner vraiment le meilleur de moi, à comprendre qu'il fallait que je travaille dur pour obtenir ce que je veux si j'ai des ambitions. Donc c'était, en quelques mots, c'était quelqu'un de vrai, très courageux. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai commencé à réaliser qu'il prenait de plus en plus de risques et j'ai eu le temps d'en discuter avec lui, mais bon, c'était un destin, il avait son destin à lui, il comprenait, mais il te disait qu'il a à faire ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire. D'accord. Pour revenir à votre parcours scolaire, ouais. Alors, vous commencez à Bibia, ouais. Vous l'avez précisé. Ouais. Et non, pas à Bibia, à Bikoka, à l'école de Bikoka, oui, où j'obtiens mon CPE. À l'époque, c'était le CPE. J'entre au lycée, au lycée de Loda, jusqu'en classe de, disons, 6e, parce qu'en 5e, je suis récupéré par mon oncle. D'accord. Vous poursuivez jusqu'à Yaoundé? Oui, non pas Yaoundé, jusqu'en Fou, parce qu'il a construit en Fou. Donc, je suis inscrit au lycée, au CES, qui deviendra plus tard le lycée bilingue, où j'ai obtenu mon BEPC, mon probatoire et puis mon baccalauréat. Vous revenez sur Yaoundé. Voilà, sur Yaoundé. Il faut bien partir parce qu'il n'y a pas d'université en Fou. Donc je m'inscris à l'université de Yaoundé 1, filière histoire. C'est vrai que... Pourquoi l'histoire? Histoire simplement parce que ça me disait, je voulais apprendre, je voulais connaître l'histoire du Cameroun, l'histoire du monde, et ainsi de suite. Donc voilà, je m'inscris en histoire. Après, j'ai cette impression que je perds vraiment mon temps. Je vais être banquier. C'est-à-dire ça change totalement. J'en parle avec lui. Dans ton martial, il me dit non, tu feras communication. C'est comme ça que je suis orienté dans la filière communication. Donc la communication n'était pas votre choix? Oui, c'était le choix. Voilà, c'était un peu sa dictature. Donc il me dit, tu vas faire communication.
Peut-être il avait vu en moi certaines qualités, et puis c'est comme ça que je suis orienté vers la communication. Et après, je réalise aujourd'hui que c'était par amour, parce que tous mes petits frères, vous voyez, ont été orientés dans la communication. Il y a ses propres enfants, il y a 2 qui ont également fait communication. Parce que moi, lorsqu'ils décèdent, moi, je leur dis, vraiment, vous allez faire communication. Une fait communication des organisations, l'autre est entré à l'ESTIC, a fait publicité. Donc, c'était une histoire d'amour. Et vous-même, si vous avez des enfants, je crois que si vous pratiquez le journalisme par amour ou la communication, la première recommandation ou le métier que vous souhaitez à votre enfant, c'est celui que vous-même vous avez vu. Donc, Bien évidemment. Alors, après votre formation en communication, des entreprises ou des organisations, si vous voulez, vous intégrez une grande entreprise publique de la place. Ouais. Alors, comment s'est fait cette intégration? J'avoue qu'au début, lorsque je termine mon stage à Ariane Télévision, je ne pense pas à créer d'abord une entreprise. Donc c'est de là que ça part. Le directeur de cette chaîne, à l'époque, me donne rendez-vous parce que j'ai effectué mon stage là-bas et je crois que sur le plan commercial, j'avais affiché des performances parce qu'au terme du stage, j'avais fait rentrer un peu plus de 3 millions de francs. C'est-à-dire comme stagiaire, je travaillais au service commercial. Comme stagiaire, je fais rentrer plus de 3 millions de francs. Et puis, il me dit, je vais te recruter. Donc, lorsque je termine mes études, je l'appelle. Il me dit, viens me voir dans 2 semaines. 2 semaines après, je vais le voir. Il me dit, non, rappelle-moi dans un mois. Dans un mois, je l'appelle, il ne me prend plus au téléphone. Alors, je décide de créer mon entreprise. J'avais déjà un nom à l'école. J'ai décidé de créer mon communicateur. Je le fais. Et puis, c'est vrai que je commence à prospecter. D'abord, je ne crée pas, en tout cas l'entreprise existe de fait, mais de façon légale, elle n'existe pas. Je rencontre... De façon informelle? Oui, si vous voulez. Alors, je rencontre une dame dans mes prospections. En tout cas, nous faisons des offres que nous déposons avec certains des camarades aussi qui s'ennuient, parce que lorsque vous terminez l'école, tout le monde, c'est vraiment, il y en a qui ne veulent pas rester à la maison. Donc, la dame m'appelle, elle me dit, elle s'appelle Kabia, elle me dit, bon, voilà, M. Asiga, oui, est-ce que vous pouvez passer, je vais voir la dame. Elle me dit, nous sommes intéressés par vos propositions, mais je ne vous connais pas. Voilà ce que nous attendons de vous. Le contrat allait autour de 3 millions de francs, mais je ne vous connais pas. Elle me dit, je veux parler à un de vos parents, parce que je suis jeune, j'avais entre 23 et 24 ans. Donc, elle me dit, je ne vous connais pas. Est-ce que je veux parler à votre parent? Qu'est-ce que je fais? Mon oncle, je suis désolé de le dire aujourd'hui, quand j'entre dans le monde des affaires, je lui dis, je veux créer une entreprise, il me dit, on ne se connaît pas. Donc, va faire tes affaires, mais on ne se connaît pas. Il me dit plus tard que je ne voudrais pas que mes ennemis se déportent sur toi. Donc, je préfère que tu évolues en ton propre nom. Ceux qui sont sur la toile avec moi vont remarquer que sur Facebook, mon nom c'est Patrice Asiga, pas Yéné. Parce que si je mettais Yéné, immédiatement on allait faire des rapprochements et tout. Alors je décide de prendre mon courage. Moi je n'ai personne parce que c'est mon seul parent. Je donne son numéro à la dame. J'avais peur. La dame qui veut une caution, qui veut savoir quel est le parent si jamais il y a un problème et tout. La dame l'appelle, Monsieur Atiba Yéné, je suis assis dans son bureau. Il dit oui madame. Alors, votre fils est venu nous voir, nous propose des actions de communication, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Il me dit oui, il travaille. C'est comme ça que je décroche mon premier contrat de 3 millions de francs. Je dis, ah, ça c'est intéressant, ça me motive, et puis je mets en place le cabinet. Plus tard, il revient me voir parce qu'il allait aux États-Unis. Il me dit, oui, c'est bien ce que tu veux faire, moi j'apprécie beaucoup, mais il faut que tu saches que au début, lorsque tu as une entreprise, ça ne marche toujours pas. Moi, je préfère que tu commences à travailler, qu'on te trouve au travail dans une entreprise de la place, pour que, en tout cas, ça te permettra de financer tes activités au début. J'hésite, et puis un matin, à 6 h du matin, il débarque dans ma chambre parce que j'étais encore à la cité universitaire, où j'avais une chambre. Je profite d'ailleurs pour saluer la mémoire de professeur Nola, qui m'avait trouvé une chambre à la cité universitaire. À cette époque-là, c'était pas du tout facile. Alors, il débarque à 6 h parce qu'il devait aller aux États-Unis 3 jours après. Il me dit, j'ai besoin de ta demande. Donc, je rédige immédiatement. Là, il me dit, OK, va déposer, et ainsi de suite. Donc, je suis désolé, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Donc,
3 semaines après, je suis convoqué et puis je commence à travailler. J'avoue que quelques années après, je réalise qu'il avait tout à fait raison parce qu'au début, l'entreprise n'a pas véritablement décollé. Donc, j'ai financé cette entreprise avec mon salaire sur les 3 ou 4 premières années. Il fallait payer les gens qui allaient sur le terrain, le loyer, ainsi de suite. Donc, voilà, c'est comme ça que j'intègre l'entreprise. Je suis affecté à Douala où je passe 6 ans. Donc, et puis après, je suis obligé de remonter parce que mon oncle il décède. Il y a la famille, il faut bien que je sois très proche de la famille parce que j'étais resté le pilier de la famille, s'il faut le dire ainsi. Donc, je suis obligé de remonter sur Yahoo. En tout cas, par la force des choses, mon employeur m'affecte. On me nomme à la direction de la communication comme chargé de la communication de marque. C'est ainsi que c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Donc, Alors, vous êtes un employé dans une importante structure de la place. Vous êtes aussi un manager à votre compte. Ouais. Comment parvenez-vous à juguler ces deux responsabilités? J'avoue que, vous savez, c'est une équipe. C'est une équipe. Lorsque vous organisez bien, j'ai au sein de mon cabinet 11 personnes. Il y a 3 personnes qui travaillent à Douala et puis 8 à Yaoundé. Donc, on s'organise bien, nous travaillons par mail. Après mon travail, je finis généralement à 16h, 17h. Je vais au cabinet pour essayer d'organiser un certain nombre de choses, mais plus le week-end. Donc, le week-end, je passe plus de temps avec eux pour organiser. Et en semaine, bref, ça se passe assez bien. Ça se passe assez bien. Et puis, à la maison aussi, j'ai un bureau. Donc, il m'arrive de travailler tard dans la nuit pour organiser, pour envoyer des mails et puis concevoir un certain nombre d'outils. Mais je m'appuie plus sur mes équipes. Avec le recul, si vous étiez demandé de choisir? Avec du recul, s'il m'était demandé de choisir, je crois que je suis en train de tendre vers le temple. Parce que nous avons aujourd'hui beaucoup de projets pour l'avenir. Je crois que ça commence à peser et il va falloir faire un choix et ça arrivera. Durant votre carrière, certainement à mi-parcours, vous n'avez jamais eu à faire peut-être des choix qui ont privilégié l'une ou l'autre partie de vos deux casquettes? Non, je n'ai pas encore été... Il n'y a jamais eu de conflit d'intérêt? Non, jamais. Pas de conflit d'intérêt parce que déjà, mon contrat ne me l'interdit pas. Je ne suis pas fonctionnaire, donc mon contrat ne m'interdit pas d'être chef d'entreprise. Donc il n'y a pas eu de conflit d'intérêt parce que, premièrement, ce n'est pas dans le même domaine. Et deuxièmement, je travaille, c'est vrai, avec davantage des administrations publiques, mais pas du tout. Patrice Assega, vous êtes promoteur événementiel, si on peut le dire ainsi. Vous avez engagé plusieurs initiatives. Parlez-nous de la toute première. On vous a connu dans la promotion de la mode. La mode, ouais. Alors, qu'est-ce qui vous a amené dans la mode? Oui, en 2010, avec la fougue du jeune étudiant, j'ai décidé de lancer le premier événement qu'on appelait Promode. Parce que j'observe, je dis, il y a vraiment une certaine industrie il y a beaucoup d'acteurs dans ce secteur-là. Je ne vois pas immédiatement les stylistes et autres. Je vois d'abord tous ces prêt-à-porter. Je vois toutes ces boutiques qui ont du mal à écouler leurs produits. Je me dis, bon, voilà, si on peut rassembler tous ces gens et puis appeler un ensemble de personnes qui viennent acheter à un prix relativement bas et puis permettre à ces entreprises d'avoir des contacts qu'ils vont ou alors qu'elles vont exploiter plus tard. Je crois que ça peut être une bonne chose. Après, je regarde plus loin, je réalise aussi que derrière, il y a ces stylistes qui produisent, j'ai envie de dire, à compte-gouttes, parce qu'il n'y a pas de clientèle. Si on pouvait également les encourager, les mettre en contact avec les personnes pour que l'industrie de la mode sur le plan local puisse se développer, je crois que ça peut être un plus. C'est comme ça que je me lance. Je lance la première édition qui marche très bien parce qu'on fait un chiffre d'affaires de un peu plus de 16 millions de francs. Pour la première édition? Oui, la toute première édition, c'était très intéressant. Je prends goût, mais la deuxième édition chute. La deuxième édition chute. C'est pas vraiment ça parce qu'à côté, on associe des spectacles et ainsi de suite. Donc, ça n'a pas tellement marché. Et puis, on se disait, quand on se lançait dans ce projet-là, qu'on aura des sponsors. Les sponsors, on réalise qu'au Cameroun, on ne soutient pas véritablement la culture. La culture, la mode,
n'est pas soutenu. Donc, nous parvenons quand même à organiser 3 éditions. On se rend compte que le chiffre d'affaires ne fait que baisser, on s'endette et tout. Nous avons décidé d'arrêter. Donc, je mets également en place un salon pour la promotion, le salon des investisseurs au Cameroun, où je pense qu'on pouvait rassembler ces administrations publiques pour qu'elles présentent les opportunités d'investissement, parce que l'investissement, ma foi, peut résoudre l'équation du chômage. Donc, s'il y a des entreprises, c'est l'équation du chômage qui est résolue, c'est l'assiette fiscale également qui prend du volume. Donc, je lance au Salon des investisseurs qui est très bien accueilli. Nous organisons là, au moins, vous êtes soutenu? Oui, soutenu, pas vraiment. Pas vraiment. Je n'ai pas été soutenu, mais j'ai eu l'autorisation d'organiser. C'est ça le soutien. Alors, j'ai été soutenu. Mais financièrement, je n'ai pas été soutenu. J'ai eu des participants. Un parrainage, non. J'ai pas eu de parrainage. J'ai eu des participants, c'est-à-dire les administrations qui sont venues ne sont pas venues en tant que parrain. Elles sont venues en tant qu'exposants. Et puis, voilà. Maintenant, le parrainage, c'est autre chose. Donc, c'est un peu ma particularité. Lorsque je pense que je suis sur le droit chemin, le parrainage, le mot, à la limite, je l'aime pas. Le parrainage, c'est-à-dire sous le très haut... Non, j'ai pas eu ça. Qu'est-ce qui devient le salon des investisseurs? Le salon des investisseurs, il est j'ai envie de dire, en stand-by, mais nous comptons le relancer en 2021. D'accord. Patricia Sega, nous allons faire la première halte de cette édition d'À vous la parole. Mais avant cela, nous allons prendre une brève transpiration et repartir vers la régie. A tout de suite. Retour sur le plateau de cette édition d'À vous la parole. Nous avons été rejoints par notre collègue Nadège Yogen pour les questions des internautes. Alors Nadège, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Très belle tenue africaine. Merci. Je te laisse en compagnie de Patrice Assega Ehene. C'est un communicateur. Bonsoir Patrice Assega. Bonsoir Nadège. Bienvenue chez nous, chez vous. Merci. Comment vous allez? Oh, je vais bien. Déjà plongé dans les préparatifs du Sago? Oui, les préparatifs du Sago, je pense que c'est une tradition désormais. Donc, on peut dire que ça fait un peu plus d'1 an que nous préparons, un peu plus d'1 an, parce que l'événement était initialement prévu depuis le 4 juillet, qui a été reporté du fait de la pandémie liée au coronavirus. Donc, nous étions déjà prêts avant que la pandémie ne survienne. Donc, voilà. Prévu pour novembre, c'est ça? Non, pas novembre, septembre, fin septembre. Du 22 au 25 septembre. C'est pas tôt déjà, les préparatifs? Pas tôt, non. Je dis nous sommes prêts. Nous sommes prêts depuis le 4 juillet. Vous n'attendez plus que le jour dit. Voilà, le jour dit. Alors, Patrice, vous allez vous prêter au jeu de questions fermées de nos internautes, en répondant par oui ou non. Et puis, la dernière question, c'est une question ouverte. Vous allez apporter plus d'arguments. Ou alors votre appréciation, si vous voulez. Okay. On peut y aller? On y va. Vrai ou faux, le salon de l'action gouvernementale serait-il déjà une récupération de l'État? Faux. Pour ou contre le régime en place? Pour. Avez-vous créé le salon pour vous faire de l'argent? Non. Non. La jeunesse camerounaise est-elle véritablement accompagnée par le gouvernement camerounais? Non. Avez-vous un modèle politique? Oui. C'est lui, quel est son nom? Je suis séduit par Cabral.
qui est de ma génération. Je pense qu'il explique les choses clairement. Et puis, ça nous évite aussi des raccourcis. Je crois que ceux qui sont là aujourd'hui ont travaillé. C'est compris. Patrice, de mauvaises langues disent de vous que vous seriez accusé de détournement du patrimoine de Charles Atebayene. Vrai ou faux? C'est une question ouverte. Faux. D'accord. Dans le déploiement du SAGO, bénéficiez-vous du soutien de l'État? Oui. Et puis pour sortir avec cette question ouverte, Charles Atebayene de regretter mémoire, était-il un véritable défenseur des droits de l'homme? Là, vous pouviez apporter votre appréciation. Des droits de l'homme, je pense pas. C'était pas son positionnement en fait. Mais il était plus pour la justice sociale. Donc, pas défenseur des droits de l'homme, mais c'était un justicier. Donc, c'est ce que je peux dire. Est-ce que vous marchez déjà sur ses pas? Vous allez suivre ses pas ou alors c'était pas un modèle pour vous? C'était un modèle pour moi. Maintenant, est-ce que je vais marcher sur ses pas? Je ne crois pas. Je vais essayer de chercher ma méthode à moi, mais il reste un modèle pour moi. D'accord. Merci déjà d'avoir répondu aux questions fermées de nos internautes. Merci. Stéphane? Merci Nadège. Très bon week-end et très certainement vendredi prochain pour de nouvelles aventures sur À vous la parole. À vendredi. Alors, Patricia Siga, oui. Les internautes vous ont posé beaucoup de questions. Alors, on en a beaucoup parlé des récupérations au sujet de cet événement, le salon de l'action gouvernementale. Qu'en est-il exactement? L'État veut reprendre le SAGO? L'État veut reprendre le SAGO, je ne pense pas. Vous savez, c'est l'État qui vous parle du partenariat public-privé, donc c'est une initiative privée. Et l'État ne saurait que l'accompagner. C'est-à-dire aujourd'hui, l'État ne peut pas organiser le salon de l'action gouvernementale, ce n'est pas possible. Donc l'État accompagne les événements, même les propres événements de l'État va toujours chercher les privés. Et ça me permet aussi de revenir sur une polémique. Au sein même de l'appareil de l'État, il y a certains qui pensent qu'un privé ne doit pas organiser le salon. Nous allons y revenir. C'était juste une question pour permettre à nos spectateurs de souffler un peu avec les questions des internautes. Alors, Patricia Siga, d'où vient l'idée d'entreprendre un salon qui permette à l'État de communiquer? Vous estimez peut-être que l'État ne communique pas assez ou mal? D'où vient l'idée? L'État ne communique pas assez, je ne pense pas que c'était ça ma motivation. Il se trouve qu'en 2010, ou à partir de 2009, je suis très très touché par la CONAC, la Commission nationale anticorruption, qui sensibilise, qui pose des problèmes, et je suis accroché. Alors, la CONAC crée ce qu'on appelait les cellules de lutte contre la corruption au sein du département ministériel. Mon oncle en faisait d'ailleurs partie, je crois qu'il était membre d'une commission dans un ministère, donc on en parle tout le temps à la maison. Moi, je dis, bon, voilà, ça c'est intéressant, pourquoi ne pas créer une plateforme où on réunit toutes ces cellules de communication au sein des départements ministériels et autres administrations pour que chacune vienne expliquer exactement comment ça se passe, parce que j'estime que c'est intéressant. Et puis, en poussant la réflexion, je réalise que cela pourrait rentrer dans ce qu'on peut appeler l'action du gouvernement. Alors, je commence à fouiller, je découvre effectivement qu'il y a l'action gouvernementale, c'est un peu plus large, et qu'à côté, le gouvernement, bien qu'étant composé des organisations non marchandes, a également l'obligation de communiquer. La communication, pas seulement pour véhiculer des messages, mais une communication aussi pour écouter les autres. Je me dis que le meilleur cadre serait d'organiser un salon, parce que lors d'un salon, vous avez la possibilité d'envoyer des messages et également de recevoir le feedback directement avec les parties prenantes ou alors la cible, sans, je veux dire, d'autres acteurs, parce que plus il y a des acteurs, plus le message peut être déformé. Donc c'est ainsi que je propose le salon de l'action gouvernementale. J'ai écrit au ministre Chiroma. Croyez-moi, 2 semaines après, je reçois une réponse, c'est-à-dire favorable, pour dire oui, nous allons t'accompagner. Personne ne m'a appelé pour me dire, bon, viens nous expliquer de quoi il s'agit, pour chercher à savoir de quoi cela retournait. Donc, j'ai cette caution-là. Le ministre de la Communication porte le projet. Il estime que c'est vraiment intéressant. Il écrit à la primature. Il a un retour pour dire OK, on lui donne
le hockey pour qu'il puisse accompagner ce projet-là. Donc, il vient à l'événement, nous organisons des réunions et puis nous, on se bat sur le terrain pour essayer de trouver des entreprises qui peuvent appuyer le projet. Il faut dire que pour les premières années ou alors jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un appui financier. Revenons à ces premières éditions, la toute première. Alors, vous avez rappelé que le ministre Tiroma vous avait accompagné. Il a porté le projet. Alors, à l'époque, vous êtes combien dans l'équipe qui prépare le SAGO? Nous sommes combien? Je crois que nous étions au sein du cabinet, nous étions environ 8. Nous étions environ 8 étudiants et autres stagiaires qui préparons cet événement. Il fallait prospecter. Voilà, donc... vous étiez certainement 8 jeunes, hyper motivés. Ouais. Aujourd'hui, cette jeunesse-là qui tend à se décourager, à être assez pessimiste sur les potentialités, les ouvertures que pouvait lui offrir l'État et la vie, qu'est-ce que vous leur dites? Vous qui aujourd'hui vous organisez un salon qui réunit l'ensemble de l'appareil étatique. À l'époque, certainement, personne n'aurait cru en vous. Qu'est-ce que je peux dire aux jeunes? Moi, je pense que il faut croire en ses idées. Hein. Il faut croire en ses idées. Si vous avez un projet, allez jusqu'au bout. Donnez-vous les moyens. Dites-vous, pour ce qui concerne par exemple l'événementiel, que les partenaires viennent rarement lors des premières éditions. Parce que si je vous raconte l'histoire du SAGO, au début, c'est un projet qui débute avec 5 participants. Parmi les 5 participants, il y a 4 ou 3 artisans, avec un seul département ministériel qui était le ministère du Tourisme. Vous voyez qu'au début, ce n'était pas facile, il fallait croire. Même le ministère de la Communication, il n'était pas là. Le ministère de la Communication était là, mais n'avait pas le stand. C'était le paradoxe. Il était là, mais n'avait pas de stand. Peut-être que vos stands étaient chers. Non, pas cher. Le ministère de la Communication avait la possibilité de nous dire, nous prenons un stand. Donc, battez-vous, trouvez un moyen pour nous mettre un stand, on allait le faire. Ça n'a pas été le cas. Mais le ministre de la Communication est venu. Il a tenu un discours, on a discuté, il m'a dit félicitations, il ne faut pas baisser la garde. Et croyez-moi, j'ai été choqué parce qu'il y a un média qui a fait un papier. À la fin, la chute, c'était que, parce qu'il y avait un artisan qui vendait le vin de palme, la chute, c'était qu'au salon de l'action gouvernementale, au Matango, se vend à 200 francs. J'ai été choqué. Mais je n'ai pas baissé la garde. L'année d'après... Vous ne trouviez pas cela paradoxal de parler de l'action gouvernementale et de se retrouver avec un vendeur de vin de palme? En fait, c'était un artisan, donc ce n'est pas un vin de palme, j'ai envie de dire, banal. Non, c'est un artisan qui vous propose un vin de palme qui a des vertus thérapeutiques. Donc, il s'est présenté comme un artisan et voilà. Maintenant, si c'est le seul angle que le journaliste a jugé nécessaire de mettre en valeur, je trouve que ce n'était pas très bien, mais il a fait son travail, il suivait sûrement sa ligne éditoriale, il l'a fait, mais ça ne nous a pas découragés. À cette époque-là, quel rapport avez-vous avec la presse? Quel rapport j'avais avec la presse? Je crois que je découvre la presse. Puisque je sors d'école, je n'ai pas de contact. C'est un événement qu'on annonce, l'événement au couvert. La CRTV, tout le monde vient parce que le ministre de la Communication arrive. On essaie de comprendre le projet. Donc, nous n'avions pas de rapport particulier. Mais j'ai été soutenu par la presse. Au niveau des départements de communication, de l'appareil étatique, certains vous craignent, d'autres vous regardent avec méfiance, ou alors vous êtes accueillis tout de suite. Parce que c'est un peu paradoxal de communiquer pour... De mettre en lumière les réalisations des départements ministériels, alors qu'au sein de ces mêmes départements, il existe des structures appropriées de communication. Comment avez-vous été accueillis dans ces milieux-là? Bon, j'avoue qu'au début, ce n'était pas facile parce que la plupart ne comprenaient pas, parce que sur 10 journalistes, sur 10 Celcom, si vous voulez, il y a 9 journalistes qui ne comprennent pas véritablement l'enjeu de qui ne concernent pas la communication ou les enjeux de la communication, mais s'inscrivent dans une dynamique d'information. Donc, ce n'était pas du tout ça. Donc, on n'avait pas de conflit. Peut-être, ils ne donnaient pas suite à nos demandes ou ne nous motivaient pas assez. Et puis, c'est quelque chose de nouveau parce que c'est un événement qu'on n'a jamais organisé dans le monde entier. Il faut le dire que c'est la première fois
que ça s'organise, et c'est au Cameroun que ça se passe. Donc, ils essayent de comprendre, est-ce que l'administration a l'obligation de communiquer, doit forcément... Aujourd'hui encore, permettez que je relaie encore cette problématique des journalistes à l'époque. Où est-ce que le SAGO se situe dans la stratégie de communication gouvernementale? C'est à quel niveau que vous entrez en scène? Parce que chaque ministère, c'est très pertinent de leur relever à son sein un département qui est chargé de sa communication. Le SAGO, comment ça se passe qu'un privé mette en lumière les actions du gouvernement? C'est un peu... J'ai envie de dire, j'étais justement en train d'employer là-dessus pour dire qu'il ne devrait pas avoir de conflit. Parce que généralement, ou alors le SAGO en réalité est une plateforme. Et la plateforme est animée par les acteurs, par Celcom. Parce que si vous venez au SAGO, ce n'est pas l'organisateur qui parle au nom des administrations. Chaque administration a son organisation interne, produit des documents, sensibilise, j'ai envie de dire, organise ses conférences. Donc nous créons juste une plateforme. Je vous prends l'exemple d'Info TV. Lorsque vous recevez des ministres ici, est-ce que Info TV est un média d'État? Que non. Info TV est un canal. Maintenant, le ministre ou ses administrations apportent du contenu pour diffuser en direction des populations. C'est exactement la même chose. Sauf que avec le SAGO, c'est une plateforme où vous retrouvez tout le monde au même moment, où vous avez la possibilité de toucher directement des gens. C'est vous qui parlez. Nous, ce que nous faisons, c'est justement d'aménager ce cadre-là, de sensibiliser les gens, de trouver des stratégies pour que vous soyez visible, c'est tout. Maintenant, les acteurs qui sont mis en scène sont justement ces Celcom. Et c'est à partir de là qu'on voit aussi quels sont ces Celcom ou ces responsables de communication qui innovent, qui proposent quelque chose de plus pour justement pour dynamiser la communication au sein de leurs administrations. Donc, le conflit ne devrait pas exister. Nous ne prenons pas la parole au nom de ces administrations. Donc, nous ne communiquons pas pour ces administrations, nous ne communiquons pas avec ces administrations, mais nous offrons un cadre pour que les administrations puissent elles-mêmes communiquer ou échanger avec les populations. Et vous estimez qu'en 2 jours, c'est le temps que dure le SAGO? Non, le SAGO dure 6 jours. 6 jours. Ouais. En 6 jours, il est possible de relayer toutes les actions posées par les différents des départements ministériels? Pas toutes les actions, mais les actions. Sur quoi insiste-t-on quand un ministère vient s'exposer au SAGO? Vous savez, chaque département ou chaque organisation a ce qu'on appelle un plan d'action. Donc chaque année, les administrations ont certaines actions ou une stratégie à mettre en place au cours de l'année. Et elles insistent donc sur ce que leur administration a prévu au cours de cette année. Et vous avez parlé du temps ou alors de la portée de l'événement. Je pense que depuis pratiquement 5 ans, toutes nos conférences sont retransmises en direct. Donc si le SAGO mobilise un peu plus de 30 à 40 000 personnes chaque année, avec les diffusions ou les retransmissions des conférences, nous pensons que nous touchons des millions de personnes. Donc, et ça, vous ne pouvez pas l'avoir dans vos bureaux, vous ne pouvez pas l'avoir au sein de vos administrations. Vous n'avez même pas la possibilité d'avoir le pool des impressions que les gens ont ou de la perception que les gens ont des actions que vous menez. Aujourd'hui, que vous êtes sous le très haut parrainage du chef de l'État, c'est bien cela? Nous sommes soutenus par l'État du Cameroun. Je préfère éviter... D'accord, vous êtes soutenu par l'État du Cameroun. Alors, vous vous sentez enfin reconnu dans votre initiative? Enfin reconnu, je pense que c'est en train d'arriver. Parce que même si vous avez la caution de chef de l'État, parce qu'au-delà du SAGO, j'ai envie de vous dire qu'il y a des correspondances qui viennent de la présidence de la République chaque année, ou alors, oui, chaque année, ou régulièrement, pour demander aux administrations de communiquer avec les populations pour sensibiliser de manière régulière. Mais il y a certains départements ministériels qui ne communiquent pas, qui ne veulent pas suivre cette instruction-là. Donc pour nous... Qui ne viennent pas qui ne s'alignent pas sur cet événement? Oui, bon, pas seulement sur l'événement. Vous savez, le SAGO, c'est un événement comme d'autres événements.
on leur demande de communiquer. Vous pouvez aller sur InfoTV, vous pouvez aller même sur les réseaux sociaux ou la CRTV. Tout ce qu'on vous demande, c'est de communiquer. C'est pour ça que je pense, je puis vous dire que nous allons au-delà d'une approche de promotion du travail du gouvernement, mais de lobbying, de plaidoyer, pour dire aux administrations. Lobbying, de plaidoyer de qui? Oui, j'ai envie de dire de lobbying ou alors de plaidoyer. C'est-à-dire, le lobbying, justement, c'est pour... Lobbying de qui, d'abord? Non, j'ai envie de dire du citoyen ou alors d'une organisation comme la nôtre pour pousser les administrations à rendre compte de populations, à échanger avec des populations. Ou le plaidoyer pour leur dire, vraiment, c'est bien déjà ce que vous faites, mais sachez que communiquer avec les populations n'est pas une faveur. Le président de la République au Cameroun, nous avons juste une instruction générale qui demande aux administrations de faire savoir. C'est juste une instruction générale. Nous irons plus loin en saisissant, je veux dire, l'Assemblée nationale pour qu'une loi soit votée, pour que ce soit une obligation de communiquer. Parce que certains estiment que oui, c'est une instruction, mais il n'y a pas véritablement une obligation. Mais nous souhaitons que cela soit encadré par une loi. Patrice Assiga, ne pensez-vous pas que ce serait plutôt l'effet inverse qui serait la meilleure démarche, que l'État en lui-même prenne conscience qu'il y a un devoir de faire savoir auprès des populations et que de par lui-même, il organise sa propre communication sur les actes posés au quotidien? Oui, mais ça se faisait déjà quand vous dites sa propre communication. Vous savez, au début, nous étions habitués par des conférences de presse. Même aujourd'hui encore. Voilà, même aujourd'hui, où vous invitez des journalistes et des journalistes qui traitent d'informations en fonction de leur ligne éditoriale. Si vous dites A, le journaliste ne dira pas que vous avez dit A. Celui qui a une autre ligne éditoriale dira qu'il n'a pas dit B. Donc vous voyez, si vous profitez ou vous saisissez une plateforme comme le Sago, ça vous permet justement de vous adresser directement au destinataire ou au récepteur de votre message. Donc pour moi, c'est ce qui est important. Ce qui est important maintenant, que l'État organise ça, soyez-en sûrs, l'État aura toujours besoin des privés pour justement mettre cela en œuvre. Même lorsque l'État organise des conférences de presse, l'État a besoin des privés pour l'annoncer. L'État a besoin de passer par une chaîne de télévision pour faire passer ce communiqué, pour dire venez, au-delà du communiqué, même pour diffuser cet élément-là, je crois que le service commercial leur dira aussi, ok, c'est bien, les journalistes étaient là, mais sachez que pour que ça passe, voilà la grille tarifaire. Donc on a toujours besoin du privé, toujours. Alors, quel est le public cible qui est ciblé par le Sago, si je peux me répéter ainsi? L'organisation du Sago, avec les différents ministères qui se positionnent, cible quel public? Quel est le citoyen qui est amené à venir au Sago? Premièrement, c'est un événement ouvert au grand public, donc l'entrée est libre, déjà est gratuite. Mais nos cibles premières sont premièrement les populations. Nous avons également les partenaires de développement qui accompagnent le Cameroun. Ça permet à ces partenaires de développement qui nous accompagnent et qui financent également le Sago, je vais le dire aujourd'hui, qui financent aussi le Sago, ça leur permet de réorienter leur accompagnement en fonction des aspirations des populations parce qu'elles écoutent, elles observent, elles échangent avec les personnes qui sont là, les associations et autres. Donc voilà nos cibles. Maintenant, je ne cite pas l'État parce que l'État est l'acteur principal qui va à la rencontre des populations. Vous savez, c'est une démarche des relations publiques qui, au-delà de cet aspect de communication, permet aussi de renforcer l'image de marque ou de crédibiliser davantage les institutions qui les présentent comme étant ces administrations qui sont à l'écoute des populations. Et ça, c'est un point important du point de vue des relations publiques. Au-delà de l'État, d'autres entreprises, structures ne sont pas bienvenues au Sago? Les structures sont là. Lorsque vous réunissez des milliers de personnes, je crois que ça intéresse les PME qui n'arrivent pas toujours à rencontrer ou à présenter leurs produits, mais cela représente 10% de notre événement. C'est d'abord un événement dédié aux administrations publiques. D'accord. Patrice Assiga, à mi-parcours de notre émission, nous sommes dans l'esprit de découvrir l'homme qui se cache derrière cette initiative Salon de l'action gouvernementale. Justement, nous sommes allés à la rencontre
d'une personne qui a eu la chance et le bonheur de vous côtoyer, de vous éprouver au quotidien. Suivons plutôt ce qu'elle pense de vous. Patrice Asiga Eyene, que j'ai toujours tendance à confondre avec Atiba Eyene, que j'appelle Patrice, que j'appelle affectueusement mon neveu. Et si de temps en temps je fais la confusion avec Atiba, simplement parce qu'il m'a été présenté par son oncle Atiba Eyene, qu'il aimait beaucoup, parce que Asiga a toujours été très entreprenant. Asiga a toujours été un humaniste profond. Et pour quelqu'un qui a fait, n'est-ce pas, des études d'histoire, parce que c'est un historien engagé, mais qui a dû, chemin faisant, aller dans la communication, parce que c'est un communicateur de haut vol, et il est même parvenu, n'est-ce pas, à créer un cabinet, Mon Communicateur. C'est un entrepreneur, un investisseur, quelqu'un qui est assez courageux, intrépide. Et Patrice Asiga Eyene a ceci de particulier que lorsqu'il s'engage, n'est-ce pas, il va jusqu'au bout. Je pense qu'il tient ça quand même de son oncle frère Atiba Eyene. Et le courage que je lui connais s'observe autour, n'est-ce pas, de tout ce qu'il touche sur le plan de la communication. Et pour un entrepreneur, un organisateur des événementiels, je pense que c'est important, n'est-ce pas, le challenge permanent. Et j'avoue aujourd'hui que Patrice Asiga Eyene, depuis très longtemps, est dans l'organisation du salon de l'action gouvernementale, le SAGO, qui est en réalité un concept très important. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, en dépit de tous les efforts qu'il fait, je suis surpris que jusqu'à maintenant, tout le gouvernement n'ait pas encore donné, n'est-ce pas, du droit et du vraiment droit à tout ce qu'il fait là. Mais je pense que Patrice Asiga est humaniste aussi. Il n'est pas très aisé de cerner la personne, j'ai envie d'appeler la personnalité de Patrice Asiga Eyene. Parce que Patrice a ceci de particulier que c'est un homme pluridimensionnel. Et peut-être il tient ça quand même de sa formation solide, n'est-ce pas, d'historien. Ce qui lui a permis, n'est-ce pas, de toucher à tout, d'explorer plusieurs pans de l'histoire. Et en bon historien, il a su créer la transhumance, j'ai envie de dire la métamorphose, pour devenir un communicateur de haut vol. On a souvenance, n'est-ce pas, des efforts qu'il fournit dans l'organisation du salon des investisseurs. Et surtout, on peut davantage compter avec lui dans l'organisation de ce que j'appelle son bébé, qui est le SAGO, le salon de l'action gouvernementale. Et j'avoue que Patrice Asiga Eyene, j'ai toujours tendance à le confondre avec monsieur, son oncle, Atiba Eyene, qui est de regretter mémoire, qui fut un très très grand ami à moi. Et je pense que la proximité qu'il a su créer entre Patrice Asiga Eyene, son neveu, et moi-même, a fait en sorte que c'est de bonne guerre que Patrice m'appelle tonton, parce que je suis, n'est-ce pas, aussi son oncle de par les liens de proximité, de familiarité qui se sont noués entre monsieur, son faux oncle, et moi-même. Que dit donc de Patrice Asiga Eyene? C'est un homme courageux. Il est courageux, entreprenant, et je pense que quand on voit avec quel management, quel
ténacité, il dirige son cabinet, mon communicateur, qui l'a su créer à partir de rien. Et je disais encore que l'historien qui sait être tout au moins très pointueux, et c'est en cela. Retour sur le plateau de Vous la parole, après ce long témoignage révélateur de la personnalité qui est celle de Patrice Assiga. Alors, Monsieur Assiga, Soulé Onoyolo, qui s'exprime à votre sujet en ces termes. Soulé, il a dit, je l'appelle affectueusement mon tonton. Effectivement, dans mes balades avec mon oncle, on allait régulièrement le voir, on a vu travailler au messager, donc on échangeait. Et lorsque je suis entré dans la vie active, je suis allé le rencontrer pour l'événement. Et je peux vous dire qu'au début, on a eu beaucoup de soucis. Et Soulé a fait pas mal de papiers. Et après ça, je peux vous dire que la présidente de la République avait donné des instructions pour que le SAGO soit accompagné. Je lui dis merci. Je lui dis merci, je viens d'écouter tous ces mots aimables qu'il a prononcés à mon endroit. Mais c'est aussi quelqu'un de très intelligent, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je veux lui dire merci et surtout bon rétablissement parce que, comme vous le savez, il a eu des soucis de santé, mais c'est un homme fort. C'est quelqu'un d'exceptionnel également. Et puis les prières des uns et des autres ont permis qu'il soit debout. Donc je veux lui dire merci. Patrice Assiga, dans l'élaboration de votre projet, selon l'action gouvernementale, quelles sont les principales difficultés que vous avez eu à rencontrer? Comme difficulté, vous savez, moi, j'aime pas vraiment évoquer les difficultés parce que j'estime que les difficultés, il y en aura toujours. Donc, je minimise les difficultés, mais il faut quand même dire qu'au Cameroun, il y a un sérieux problème. Un sérieux problème. Lequel ou lesquels? Oui, il y a un sérieux problème. C'est celui du qui est derrière toi. Qui est derrière toi. C'est un sérieux problème. Malgré tous les accords que vous pouvez recevoir, si vous allez voir certaines administrations, il va toujours falloir qu'on vous pose la question qui est derrière toi, qui te soutient et tout. Malheureusement, j'ai pas... Vous avez été victime de ça à plusieurs reprises? Oui, à plusieurs reprises. Je n'ai pas eu ce genre Je n'avais pas de réponse parce que moi, j'ai envie de dire, je n'avais personne derrière moi. Donc, je n'avais que mon projet. Et ça, c'est un frein pour des jeunes qui veulent se lancer dans les affaires, pour les jeunes qui veulent oser. Parce qu'en fait, lorsque le président de la République demande aux jeunes d'oser, les jeunes ne s'attendent pas à ce qu'on leur pose des questions qui te soutient, qui est derrière toi. Vraiment, moi, je crois, si on veut évoluer, il faut que le Cameroun se développe, il faut que les uns et les autres, ou ceux qui ont la décision publique, évite ce genre de barrière. C'est un frein pour le développement. C'est tout ce que j'ai à dire. Patrice Assiga, merci. Nous allons, bien évidemment, chers téléspectateurs fidèles à Vous la parole, faire la deuxième halte de cette édition de ce soir et revenir tout de suite après la transition. Tout de suite. Retour sur le plateau de À vous la parole de ce soir. Patrice Assiga, l'émission À vous la parole est évidemment interactive. Nous allons faire honneur à ceux et celles qui nous prennent du temps pour nous écrire et certainement poser des questions. Alors, nous partons avec la toute première question de cette édition d'À vous la parole. Bonsoir, Monsieur Assiga. Comment pensez-vous que ce pays peut se développer si les pouvoirs publics, je suppose, les pouvoirs publics ne font pas attention à ce que les jeunes pensent? Le message n'est pas signé. Prière de signer vos messages lorsque vous nous les envoyez. Alors, comment pensez-vous que la jeunesse peut décoller si les pouvoirs publics ne prennent pas en considération les désirata de celle-ci? Je crois que les choses sont en train d'évoluer. Il faut saluer la percée des réseaux sociaux.
j'ai envie de dire que ça, c'était par le passé. Au jour d'aujourd'hui, je crois que le gouvernement fait très attention à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Et on a vu des cas où les réseaux sociaux ont décrié un phénomène et puis immédiatement l'État a réagi pour calmer ou alors pour apporter un certain nombre de précisions sur le sujet. Maintenant, est-ce que les jeunes sont écoutés? Je pense que les jeunes ne sont pas véritablement écoutés. Il faut que l'État prenne très au sérieux cela. Il faut des cadres de dialogue ou d'échange avec cette jeunesse. On a créé le Conseil national de la jeunesse qui n'a pas véritablement son mot à dire. Vous voyez, lorsqu'on organise la fête de la jeunesse, elle n'est pas organisée par des jeunes. Lorsque vous regardez les commissions, c'est pas. Revenons un instant sur cette institution. Voilà, le Conseil national. Je veux préciser que je suis l'un des premiers membres du Conseil national de la jeunesse lorsque il a été créé. Je crois que c'était en 2011. J'étais président communal de cette organisation. Et puis, à mi-mandat, j'ai démissionné parce que... Vous avez démissionné du Conseil national de la jeunesse? J'ai démissionné, j'ai abandonné parce que ce n'était pas intéressant. On vous appelait pour aller faire le plein de salles lorsqu'il y a une rencontre et tout. Bon, ce rôle-là, je ne pouvais pas le jouer. Moi, je pensais qu'on réunissait les associations pour que les associations apportent des projets, qu'on vous permette de mettre ces projets en place si ce n'est pas le cas. J'ai trouvé que ce n'était pas intéressant et voilà, j'étais parti. J'étais président d'ailleurs. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir à monsieur Patrice. Merci pour tous ces éclaircissements. C'est depuis Balaza Alkali. C'est un message que certainement nos téléspectateurs nous envoient. Bonsoir, monsieur Assiga. Des personnes disent que depuis la première édition du SAGO, votre train de vie a amplement évolué. C'était ça l'objectif? J'ai envie de dire que le SAGO, vous devez le savoir, est organisé par un cabinet qui paye, qui a des employés, qui paye. Donc, forcément, si cela peut permettre d'améliorer son train de vie, je ne vois pas en quoi c'est mauvais. On ne travaille pas pour souffrir. Si on se lève tous les matins à 6 heures, on rentre chez soi à 22 heures, la moindre chose, c'est qu'on puisse avoir de quoi manger. La moindre chose, c'est qu'on puisse se soigner si on est malade. Et puis, en dehors de ça, j'ai également un travail qui n'est pas le dernier. À dire donc que le SAGO a permis à M. Assiga de mieux gagner sa vie? Ce qui est normal. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Si vous travaillez, je crois qu'il faut bien évidemment profiter de retombées de cet événement-là. J'ai envie de dire que les 6 ou les 7 premières années du SAGO, j'étais très endetté ou j'étais traîné partout parce que... Avant la transition, j'y arrive. Justement, nous évoquions ces difficultés-là qui entravaient le décollage de l'initiative. Alors, c'est vrai que vous n'aimez pas revenir sur les difficultés. Bon, maintenant, peut-être les difficultés ne sont pas importantes pour vous. Alors, les joies, par contre, les avancées, quelles sont les avancées qui ont permis au SAGO de se démarquer des autres événements qui foisonnent sur l'espace public camerounais? Premièrement, le SAGO est un événement gratuit. C'est d'abord une plateforme citoyenne où les uns et les autres peuvent se retrouver, où vous pouvez directement rencontrer un membre du gouvernement ou un responsable d'administration, lui poser votre problème, prendre son contact et puis vous faire écouter. Vous estimez qu'ailleurs en cabinet, c'est impossible de rencontrer un membre du gouvernement? Je ne sais pas, je ne parle pas des autres, mais je dis chez nous, c'est différent. Et de deux, la plus-value, quels sont les événements qui vous permettent d'organiser des conférences et qu'on les retransmette sur la CRTV, chaîne nationale? Nous pensons qu'aujourd'hui... Peut-être même sur Info TV? Voilà, Info TV, très bientôt d'ailleurs. Je pense que c'est un privilège que beaucoup d'événements n'offrent pas. Et nous avons travaillé dur pendant les premières années où il ne fallait pas gagner de l'argent, il fallait bien organiser, il fallait bien faire. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous pouvons nous vanter, nous pouvons nous réjouir, si vous voulez, d'avoir fait du SAGO un label respecté. Maintenant, est-ce que les uns et les autres trouvent leur compte? Moi, je pense que oui. Si vous regardez l'évolution, que ce soit du nombre de parties, en tout cas d'exposants,
que du nombre de visiteurs, il est croissant chaque année. C'est une preuve que c'est un événement qui suscite d'intérêt. Et aussi, je suis Camerounais, donc si un Camerounais organise et que la presse et que les Camerounais l'apprécient, moi je ne peux que leur dire merci. Vous, en tant que promoteur de cet événement-là, et en tant que certainement jeune qui parvient à tirer son épingle du jeu, vous êtes satisfait de la tournure que prend l'événement? Vous êtes ravi? Vous vous sentez d'utilité publique? Je pense que nous sommes en train d'évoluer. Satisfait, pas encore. Je pense que je serai satisfait lorsque le gouvernement affichera complet, lorsque les populations pourront discuter directement, à volonté, avec les pouvoirs publics, lorsque, spontanément, sans sagot, nous verrons nous verrons les ministères communiquer spontanément, oui, ça sera une satisfaction. Donc ça va au-delà du sagot. Donc, pour moi, ce sera ça, c'est ma plus grosse satisfaction et mon rêve. Pour sortir un tout petit peu du sagot, M. Assiga, le Cameroun et le monde sont frappés par une pandémie qui fait beaucoup de dégâts, touche malheureusement beaucoup de secteurs. Le gouvernement du Cameroun a mis en place une série de mesures et a entrepris une grande campagne de communication pour sensibiliser les populations face à cette pandémie. Comment trouvez-vous cette communication gouvernementale à ce sujet? Oui, je crois que le gouvernement a rectifié le tir pour ce qui est de la stratégie de communication parce qu'au début, elle était alarmiste, elle faisait peur, on envoyait un message pour dire aux gens non, vous allez mourir demain et tout. Vraiment, à un moment donné, nous avons dû critiquer cela pour leur dire non, il faut dire aux Camerounais qui sont des personnes fortes, restez sur l'essentiel, protégez-vous, il y a la maladie, mais pas la présenter comme étant la fin du monde, parce qu'à un moment donné, croyez-moi, les gens, il fallait être fort. Il fallait être fort pour résister face à la pression médiatique, voir les enterrements et autres, comment on réduisait l'être humain. Je pense que c'est en train d'aller là. C'est vrai que la pandémie, d'après ce que le ministre de la Santé dit, que le gouvernement est en train de maîtriser la pandémie, mais je crois que la stratégie de communication également est en train d'être réajustée et pour moi, les choses s'améliorent. Mais au début, croyez-moi, c'était une catastrophe pour moi. Les communicateurs ou le communicateur que vous êtes avait été associé à cette réflexion sur la stratégie à mettre en place pour mieux rassurer les populations? Les communicateurs, je crois que les communicateurs n'ont pas été associés. C'était géré à partir du ministère de la Santé. Pour vous, c'est normal ou c'est une erreur? C'est une erreur parce que lorsqu'il y a un cas comme celui-là, l'État devrait peut-être lancer un appel d'offres pour recruter un cabinet qui va proposer la stratégie de communication. Donc, à ma connaissance, ça n'a pas été fait. C'est vrai que au sein du ministère de la Communication, vous avez nos enseignants, mais ces enseignants sont influencés par les démarches administratives, un certain nombre de choses qui influencent tout ce qu'ils ont à donner. Parce que c'est les mêmes qui nous ont formés et sur le terrain, vous voyez, ils ne peuvent pas dire si parce qu'ils sont encadrés ou surveillés par la personne qui doit, disons, donner le quitus au message qui doit être envoyé. Par contre, une agence de communication aurait trouvé une stratégie plus adaptée pour réussir cela. Donc ça n'a pas été fait, malheureusement, une fois de plus. Les administrateurs civils qui nous dirigent ont mené la communication comme cela leur a semblé et puis ça n'a pas été. Donc c'est des choses qu'il va falloir rectifier, que l'État comprenne désormais que les agences de communication sont là pour justement les accompagner. Donc il n'est pas normal qu'on nous dise que les administrateurs sont assis et on dit ok voilà ce qu'on va faire alors qu'il y a des agences de communication qui sont agréées pour ça, qui peuvent proposer quelque chose de bien. C'est-à-dire même en France, vous allez vous rendre compte qu'il y a toute une structure qui gère la communication. Donc ce n'est pas le ministère de la communication là-bas ou de l'information, mais il y a toute une structure qui conçoit les messages envoyés, qui prépare la stratégie de communication. Donc il faudrait qu'on mette véritablement en pratique le célèbre slogan partenariat public-privé. Donc il faut qu'il soit une réalité. Si on continue à rester dans les bureaux parce que on veut soi-même
gérer le budget qui a été alloué par ça, en appelant les petits copains par derrière. Moi, je crois qu'on n'aura pas de résultat. Patrice Assega, cela est du rôle de l'État. Maintenant, venons un peu à la démarche des communicants dits du secteur privé. Vous pensez qu'en ce moment de crise, tout devrait être dit? Interpeller par exemple les hauts responsables de la République sur la gestion de X ou Y fonds de la pandémie, sur des dons du chef de l'État qui aurait pris telle ou telle direction. On parle beaucoup d'une affaire de riz qui se serait évaporée. Vous pensez qu'il faudrait vraiment tout dire? Il n'y a pas de patriot act communicationnel en ce moment? Non, moi je pense que pour ce qui est, vous parlez là du cas peut-être du ministère de la Santé, puisque c'est une polémique au jour d'aujourd'hui. Je crois que c'est une obligation. C'est une obligation parce que c'est l'argent des Camerounais. Il y a des privés qui ont cotisé et ils veulent bien savoir ce que l'État a fait de cet argent. Donc lorsqu'on a avancé un chiffre de 21 milliards, croyez-moi, pour un pays pauvre, pour des gens qui ont du mal, qui souffrent au quotidien, on a trouvé que c'était un gros scandale. Non, il faut bien que le ministre de la Santé publique donne les détails sur l'utilisation de ces fonds-là. C'est une obligation. Donc l'État a l'obligation de rendre compte aux populations. Sinon, nous serons dans une situation de crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. L'un des objectifs que vise bien évidemment le SAGO, parce qu'il faut briser le mur de glace qui existe entre les deux parties. Parce que lorsqu'il y a une crise de confiance, quelles que soient les politiques publiques que l'État peut mettre en place, elles ne peuvent pas être réalisées. Donc il faut justement qu'il y ait une synergie, qu'il y ait un dialogue permanent avec les populations pour évoluer. Patrice Assega, la question est de savoir si tout doit être dit. Est-ce que tout doit être dit? Je crois qu'en matière de transparence, il n'y a rien à cacher. Pour ce qui est de la transparence, maintenant, ce n'est pas un secret d'État de dire que nous avons acheté tel nombre de masques et on les a distribués à X, Y, Z. Ce n'est pas un secret, ça, il faut le dire. Maintenant, est-ce que tout doit être dit? Si vous pensez que tout ne doit pas être dit, alors il faut choisir. Si l'État, par exemple, décide de ne pas communiquer sur l'utilisation des fonds, vous pensez que c'est normal? Tout doit être dit. Je pense que pour ce cas, tout doit être dit. Peut-être éviter l'exagération, mais tout doit être dit. Ce n'est pas un problème. Si il vous était donné l'opportunité de pouvoir communiquer ou de pouvoir conseiller la démarche ou la stratégie communicationnelle de l'État, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que la conseilleriez-vous? La stratégie, je pense que l'État doit anticiper. L'État doit anticiper. Ces dernières années, on est plus dans les réactions. L'État devrait anticiper sur les actions avant d'être mis en place, commencer à préparer. L'État vous autoriserait que personne, même dans les pays mieux structurés que le nôtre, n'aurait prévu la tragédie du Covid-19? Oui, je suis d'accord. Je ne vous parle pas en tout cas, je prenais les choses globalement, mais il faut rester sur le cas du Covid, je pense qu'aujourd'hui, il faut préparer les Camerounais, il faut les sensibiliser sur les attitudes à adopter, parce qu'il faut bien qu'on sorte. On sortira un jour de cette crise-là, puisqu'on y est encore. Il faut sensibiliser les gens sur l'existence de la maladie, mais surtout à ne pas relâcher les gestes barrières. Donc, plus globalement, donc maintenant, sur la stratégie de communication de il faut anticiper, l'État doit anticiper sur un ensemble de choses. Donc sur les politiques publiques, premièrement préparer les gens, susciter des débats, écouter, prendre des avis, voir, essayer de simuler les répercussions. Donc moi je crois que c'est important. Surtout, à la base, vous savez, je m'intéresse plus aux politiques publiques. Donc il faut que l'État, s'il y a des concertations à la base, c'est-à-dire si l'État, avant de mettre en place une politique publique, va rencontrer les populations. Il faut que cela soit connu, il faut médiatiser, il faut que les gens sachent que, avant d'arrêter peut-être le budget de 2021, on est allé voir des citoyens à Bikoka, à l'Olodof, pour leur dire vous avez besoin de quoi. Parce que si vous allez à l'Olodof, créer un aéroport, ça n'aide pas les gens de l'Olodof. Peut-être qui ont des problèmes d'électricité. Donc, c'est toujours bien Peut-être l'État, au travers de la décentralisation, répond à cette question. Oui, au travers, ça encore, c'est un autre débat. Bon, disons que la volonté est déjà là. Il faut qu'on passe à l'action en donnant justement les moyens aux collectivités locales. Parce que les maires
qui sont en contact avec les populations tous les jours. Vous ne pouvez pas imaginer, ces maires subissent des pressions, il faut gérer les cas sociaux, et ainsi de suite. Donc, difficilement, les gens partiront de ces villages pour aller rencontrer les ministres. Par contre, ils peuvent rencontrer le maire sans remplir une audience. Donc, l'État a déjà prévu un ensemble de choses. Il faut déjà que cela soit concrétisé et puis les choses iront mieux. Patrice Assega, vous qui êtes, je peux le dire sans grande crainte, du secteur privé et qui, lors de votre événement, le SAGO, êtes au contact des plus hautes autorités de la République, avez-vous l'impression qu'au sortir de cet événement, les rapports que certainement vous adressez aux responsables de la République sont pris en compte? Est-ce que les rapports sont pris en compte? Avez-vous un exemple de proposition que vous ayez adressée et qui a été prise en compte au plus haut sommet de l'État? Tout à fait. Lors de l'édition de 2013, nous avons adressé un rapport à la présidente de la République et croyez-moi, quelques mois après... À quel sujet le rapport? Il y avait un certain nombre de points où nous insistions sur la régularité de la communication. Le secrétaire général de la présidente de la République a renvoyé un document aux administrations. C'est vrai que ça existait déjà dans l'instruction générale pour leur demander d'utiliser toutes les stratégies pour communiquer permanemment avec les populations. Ça nous a fait plaisir. Ça a montré qu'effectivement, nous étions écoutés. Bon, maintenant, vous savez, lors du SAGO, c'est chaque administration qui expose. C'est un membre du gouvernement qui vient avec toute son équipe. Il y a des gens qui font des propositions qui sont intégrées lors, par exemple, de l'élaboration du budget de l'année qui suit. Moi, je crois que c'est un plus. Et nous avons également remarqué que tous les responsables qui passent au SAGO reviennent des années d'après. Ça prouve que c'est un cadre d'échange qui permet à ces administrations d'atteindre leur cible et elles ont décidé de nous renouveler leur confiance chaque année. Donc pour moi, c'est déjà un plus et ces populations qui rentrent satisfaites parce que si un citoyen lambda vient au SAGO, décide de rencontrer peut-être le ministre des Finances, lui pose un problème et qu'on trouve une solution qui l'écoute. D'ailleurs, vous savez, la plupart des conflits dans le monde, c'est parce que les gens ne se parlent pas. Lorsqu'on se parle, au début c'était la crainte, ils se disaient non, ils vont réagir comment, mais curieusement, au sortir de l'événement, tout le monde a le sourire. Donc il faut que l'État communique davantage. Une communication de proximité pourra permettre à l'État, aux administrations publiques d'améliorer leur image et leur perception. Donc ça c'est très important, j'insiste là-dessus, que la communication peut résoudre des conflits internes. Patrice Assega, nous allons faire la troisième halte de cette édition d'À vous la parole et nous allons avancer dans la rubrique dite des visages. Nous allons vous présenter une galerie de visages sur lesquels vous aurez à exprimer bien évidemment un avis et nous vous offrons la possibilité en fin d'exercice de pouvoir mieux vous appesantir sur le dernier visage. Alors si vous êtes prêts, Patrice Assega, nous allons partir de ce pas avec le tout premier visage de cette édition d'À vous la parole. Paul-Éric Kingué, c'est un monsieur courageux. Je le suis à travers les médias. C'est vrai, je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer physiquement. C'est un monsieur courageux. Il a fait la prison, il est ressorti. Il sait défendre ses idées. Il s'affiche davantage à côté de ses administrés, c'est-à-dire des populations. C'est quelqu'un qui croit en ses idées et qui va jusqu'au bout. Je crois que du point de vue politique, c'est un cas courageux. C'est vrai que je le trouve vraiment impulsif. Je me dis aussi que c'est son caractère. On a besoin de gens comme ça aussi qui savent bousculer lorsque c'est nécessaire, mais c'est quelqu'un d'assez courageux. Donc je l'admire beaucoup. Et puis si je dois dire quelque chose au pouvoir public, c'est justement de travailler avec ce type de personnes pour justement favoriser un certain nombre de politiques publiques que l'État prévoit au profit de ces populations-là. Parce qu'il a un plus, c'est qu'il est soutenu par la base. Et ça, c'est exceptionnel. Et puis son courage aussi. Donc c'est important. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez courageux. Il devrait travailler sur son caractère impulsif. Donc je me dis que ça viendra. Merci.
le second visage. Ouais. Pascal, Charlemagne. Mesanga Nyamdio. Oui, c'est... Disons que il marchait avec mon oncle. Je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer personnellement. Je l'ai écouté à la télé plusieurs fois, à la radio aussi. Donc j'espère qu'un jour, je vais le rencontrer parce que il s'est dit, il fait beaucoup de déclarations sur des sujets peut-être qu'il ne maîtrise pas. Bon, je me dis aussi, ça peut arriver lorsque vous n'avez jamais eu l'occasion de discuter avec la personne. On peut avoir une perception. Je sais qu'il ne me connaît vraiment pas. Il ne me connaît pas. Bon, c'est pas lui qui doit peut-être chercher à me connaître. Mais j'ai dit un jour, peut-être je vais le rencontrer. Peut-être on va s'expliquer, on va échanger. Bon, pour le moment, je le vois à la télé, je l'écoute parfois à la radio. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Le troisième visage. Oui, Arthur, je crois que c'est le porte-fanion de la jeunesse. Tout ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Et au jour d'aujourd'hui, je me dis que si l'État devrait porter quelqu'un qui est dans le Made in Cameroun, Arthur devrait occuper le brassard. Donc on devrait prêcher le bon exemple en accompagnant Arthur. Il fait des choses exceptionnelles. Malheureusement, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il soit accompagné à juste valeur. Donc, malheureusement, mais je plaide, si je peux dire quelque chose, demander à l'État de montrer le bon exemple sur Arthur. Il faut soutenir Arthur. Définir les modalités, c'est une intelligence qu'on ne trouve pas ailleurs. Il faut le soutenir. Le prochain visage. Le ministre Issa Chiroma. J'ai envie de dire, c'est mon père, je veux le dire ainsi, parce que le ministre Chiroma est celui qui m'a donné la chance de croire en moi. Parce que, vous savez, lorsque j'ai écrit au ministre Chiroma, c'était en 2010, pour solliciter l'accompagnement pour le salon de l'action gouvernementale, il m'a donné un accord sans m'avoir jamais rencontré. À 3 ou 4 jours d'événement, il demande à me recevoir. Il dit, on arrive, il me regarde. Il dit, on m'a dit que les jeunes venaient me voir. Je croyais qu'il voulait adhérer à mon parti politique. Donc, c'est vous, M. Siga. Et puis, il a toujours été là. Il a toujours été là pour nous soutenir. Il n'avait peut-être pas d'argent à nous donner, mais il nous a soutenus. Il nous a dit que vous tenez le bon bout, on ira jusqu'au bout. Il a motivé, il a écrit à la présidence, il a sensibilisé les autres membres du gouvernement pour leur dire c'est une très belle opportunité, il faut y aller. Donc je crois que si le ministre Chiroma ne m'avait pas soutenu, peut-être je me serais découragé. Donc à chaque fois, je lui dis merci, monsieur le ministre, s'il nous regarde, s'il nous écoute, qu'il sache que ce qu'il a fait pour nous, nous n'allons jamais l'oublier. Et nous espérons qu'un jour, nous aurons l'opportunité de le lui rendre. Merci. Le prochain visage. Le ministre Sadi, vous savez, c'est quelqu'un de très effacé. Quelqu'un de très effacé, qui ne parle pas beaucoup, mais pragmatique. L'année dernière, j'ai eu l'occasion de le voir pour la première fois lorsqu'il est venu inaugurer le SAGO. On a échangé et il a bien organisé. Il a invité les autres membres du gouvernement à venir à la cérémonie d'ouverture. Il nous a félicité. Il a promis que le SAGO allait changer. Donc il a tant apporté une touche particulière à l'organisation de cet événement. Je le trouve, du point de vue politique, c'est quelqu'un qui ne donne pas, qui n'est pas beaucoup critiqué. Qui est effacé, qui fait son travail. Il fait son travail. Vous avez vu dans le domaine de l'aide publique, en tout cas parlant de l'aide publique à la presse privée, il a organisé les choses. Aujourd'hui, je crois qu'on parlera moins de corruption. Juste en un mot sur ce volet précis, M. Siga, vous pensez qu'elle est juste cette aide-là? Juste, je pense pas. Je pense que l'État peut faire mieux. Mais au moins, il a organisé des choses.
Donc aujourd'hui, les journalistes ne vont plus au ministère de la Communication prendre de l'argent. Vous savez bien que peut-être avant de décharger 1 franc, la personne vous disait au revoir 4 fois. Aujourd'hui, ces organes de presse qui reçoivent cette aide déposent uniquement des RIB et on vire directement ces fonds dans leur compte. Donc ça, c'était déjà important. C'est un pas important. Maintenant, il faut bien améliorer. Je sais que l'État a les moyens de le faire. Il faut soutenir la presse. Et croyez-moi, c'est quelqu'un de juste qui écoute beaucoup. Et je sais que ces considérations ont été prises en compte et peut-être cet appui sera amélioré dans les prochaines années. Merci. Le prochain visage. Le directeur général de la CRTV, cher Charles Ndongo, vous savez, c'est pas évident de parler d'un homme comme celui-là, parce que c'est un modèle, c'est une icône. C'est une icône dans le journalisme au Cameroun. Je parie que tous les journalistes ou communicateurs, lorsque vous voulez prendre la parole, votre rêve, c'est d'attaquer comme Charles Ndongo. Quelqu'un de très effacé, quelqu'un d'une humilité sans pareil, vraiment pas de protocole. Je trouve simplement que peut-être il n'a pas pris les choses au bon moment, parce que voyez-vous, il est arrivé, il a créé toutes ces chaînes, c'est-à-dire CRTV Info, en tout cas Sport, CRTV News, un ensemble de supports qu'il a créé. Et pour moi, ça m'intéresse parce que ça permet de créer de l'emploi. C'est-à-dire, plus on a des organes, plus on peut recruter des jeunes. J'ai d'ailleurs lu quelque part qu'il a recruté plus de 150. Oui, mais il a recruté des Camerounais. Au contraire, c'est quelqu'un qu'on devrait célébrer parce qu'il donne du travail aux gens. Il donne du travail à la jeunesse. Et si Dieu le veut, j'espère qu'il va justement pousser cela, en tout cas pousser le nombre de personnes recrutées à la hausse, parce que il y a un sérieux problème de chômage aujourd'hui et ces supports qui sont dynamiques, une équipe très jeune. Si vous allez par exemple à CRTV, vous avez trouvé des jeunes enfants qui sont là et pour moi c'est admirable. Du point de vue professionnel, je vous ai dit, vraiment tout le monde veut ressembler à Charles. Pour des journalistes, des communicateurs, quelqu'un de très effacé, rarement, en tout cas il n'est pas dans les polémiques, donc c'est un modèle qu'il faut suivre. Merci. Le prochain visage. Cabral, je l'appelle affectueusement le leader. Le leader parce que il a quelque chose de particulier, c'est qu'il sait dire des choses de manière la plus simple. De manière la plus simple. Et il croit en lui. C'est l'esprit même du dynamisme et il fait rêver. Je crois que le Cameroun, où la jeunesse compte sur lui pour l'avenir de ce pays et les pouvoirs publics d'ailleurs. Je sais pas, je connais pas ses relations avec le pouvoir en place, mais je crois que Cabral peut aider à faire passer beaucoup de messages à la jeunesse, à influencer les comportements des uns et des autres, parce que c'est quelqu'un qui est très écouté, qui est brillant et qui aujourd'hui suscite de l'admiration. Donc, c'est un leader tout fait. Et je crois qu'en très peu de temps, il a réussi à se frayer un chemin, à s'imposer et surtout à faire rêver beaucoup de jeunes. C'est tout ce que je peux dire. Je l'admire beaucoup. Je pense qu'il a beaucoup d'énergie à apporter. Merci. Le prochain visage. Ouais. Le président de la République, Paul Biya, je pense que c'est une source. Tous ceux qui veulent se lancer en politique au Cameroun doivent chercher à s'inspirer. Parce que garder le pouvoir, gérer la complexité, disons, des opinions, la complexité même des différentes cultures au Cameroun, pendant tant d'années, il faut être Paul Biya. Donc tous les hommes politiques, ceux qui aspirent vraiment à faire de la bonne politique, doivent prendre
ce qui est de bon, disons à 90% du président de la République Paul Biya. Il a su gérer toutes ses sensibilités. C'est vrai qu'on peut lui reprocher un certain nombre de choses, mais je crois que ceux qui veulent s'élancer en politique doivent en prendre de la graine. Il est en train de sortir et à lui aussi, j'ai dit qu'il faut qu'il récupère ceux qui n'ont pas eu le temps d'apprendre tant qu'il est encore là pour les former. Parce que c'est un monument, c'est toute une école. Merci. Le prochain visage. Celui-ci a quelque chose de particulier, vu que c'est le dernier de cette soirée. C'est le visage ouvert, donc vous avez le temps de nous dire ce que vous pensez de cette figure restée emblématique dans l'histoire de la vie politique moderne du Cameroun, Charles Atebaïne. Moi, j'ai envie de dire, nous sommes tristes. Nous sommes tristes. Personnellement, du point de vue de la famille, si il fallait que quelqu'un soit là, je crois que mon oncle devait être là. Même s'il fallait qu'il laisse la politique et tout, c'est ce que je lui avais dit. Je crois une semaine avant sa mort, je lui ai dit, tonton, tu as déjà fait ce que tu avais à faire sur le point. Dès que tu te lèves, je veux que tu laisses la politique. Il m'a dit, oui, mon fils, tu as tout à fait raison. Il m'a dit 20 ans, 25 ans, voilà. Parce que nous étions le 10 février, le 11 février, tant pour moi. Il m'a dit, oui, mon fils, tu as raison. Bon, est-ce qu'il allait le faire? Je ne sais pas, parce que 2 jours plus tard, il mettait la pression, il voulait écouter une émission à Magic FM, il me dit, mais j'étais scandalisé, il dit, mais tu es malade, il faut laisser et tout. Donc, maintenant, je regrette parce que il a pris beaucoup de risques. Il a pris beaucoup de risques dans sa vie. Il s'est fait beaucoup d'ennemis, mais aussi, il ne prenait pas le temps de se ménager parce que mon oncle, c'était difficile de le voir assis au restaurant. Donc, il prenait quelques trucs là pour grignoter en conduisant. S'il te prend dans sa voiture, tu vas lire, tu es en train de rédiger un ouvrage, tu vas le lire jusqu'à la destination. Donc, il passait vraiment son temps à lire, à écrire, il ne se reposait pas assez. Donc, maintenant, du point de vue de la formation, j'ai envie de dire, j'ai eu la chance d'être éduqué par lui. Je ne sais pas si mes propres enfants auront cette chance-là. Vous pensez que... Allez. Ouais, je ne sais pas si mes propres enfants auront cette chance-là ou si j'aurai la chance de donner l'éducation qu'il m'a donnée à mes enfants. Je ne suis pas sûr. Mais s'il y a un vœu à formuler, c'est ce vœu-là, que je puisse donner la même éducation à mes enfants. Bon, maintenant, point de vue politique, je crois qu'il est sorti perdant. Il n'y a pas eu une certaine reconnaissance. Pourquoi perdant? Oui, perdant parce que lorsqu'on fait de la politique, c'est pour avoir une certaine reconnaissance pour il a eu la reconnaissance. Ouais, il a été membre du comité central du RDPC. Il était membre du comité central, membre suppléant, bien que désigné, mais c'était pas ça. Moi, j'estime que, du point de vue politique, il a échoué. Il a échoué politiquement, mais il a gagné parce qu'il a formé, et c'est le côté le plus important. Il a gagné parce qu'il a formé les populations, il a formé le peuple, il a sensibilisé les Camerounais et même beaucoup d'Africains sur un certain nombre de valeurs, sur des combats qu'il tenait à cœur. Donc, mais politiquement, je vous le dis, il est sorti perdant. Pourquoi Patrice Assega, Charles Atebaïne, de votre point de vue, vous qui l'avez presque intimement côtoyé, avait-il autant de succès auprès des populations? Oui, parce qu'il abordait les problématiques pas complexes. Il abordait le quotidien des Camerounais, il vous parlait des choses que vous connaissez, des choses que vous vivez tous les jours. Il n'allait pas puiser sur Mars, donc il les abordait et il avait le courage de dénoncer un certain nombre de choses. Vous savez qu'au Cameroun, les gens ne sont pas assez courageux, pas du tout, parce que les gens ont peur. Chacun se dit, si je dis si, est-ce que, même s'il n'y a rien, parce que parfois on nourrit une peur
alors que rien ne vous arrivera. Donc c'est juste ça. Donc c'est pour cette raison que certains, à un moment donné, ont considéré qu'il était héros national, comme j'estime que bon, c'est des titres décernés par la foule, mais c'était un peu ça. Mais de nature, c'était quelqu'un d'assez courageux. Donc ça ne nous surprend pas. Et puis, plus tard, je me pose des questions. Je me dis, est-ce qu'il prenait ce courage-là parce qu'il savait qu'un jour, il mourra? Bon, je ne sais pas. Ça reste un mystère. Et pour revenir aux idéaux prônés par Charles Ateba Aine, vous pensez que sa mort aidant, ses combats ont été abandonnés par ceux qu'il avait formés? Est-ce qu'il a formé quelqu'un? Je pense que... À sa mort, on a parlé d'une fondation qui devrait lui... Oui, la fondation, vous savez, les gens font des déclarations. Une fondation est une entreprise. Vous devez le savoir. Si vous décidez de mettre en place une fondation aujourd'hui, vous devez louer le local. Vous devez recruter des gens qui vont travailler. Vous devez mener un certain nombre d'actions qui ne sont pas gratuites. Qui allait le faire? Vous savez, moi je dis aussi, l'opinion, il faut parfois s'en méfier. Est-ce que vous savez que lorsque mon oncle décède, malgré tout le bruit que les gens ont fait, on a dit non, allez ouvrir, on va soutenir ceci. Les gens ont cotisé 17 000 francs. Tout ce que vous avez vu comme affluence. 17 000 francs? Oui, je dis bien 17 000 francs. Un compte qui avait été ouvert à l'Express Union, 17 000 francs que les gens ont cotisé. En termes de contribution, c'est-à-dire... Oui, non, je vous le dis. Que vous reveniez sur cette déclaration. Voilà, je vous le dis, je dis bien, voilà, les contributions que les gens ont données, ont dit, ok, allez ouvrir un compte Express Union, 17 000 francs que les gens ont versé dans ce compte-là. Donc, pour vous dire que si pendant les obsèques, malgré tout ce qu'il y avait comme buzz, comme polémique autour, les gens n'ont pas pu contribuer parce qu'il fallait que la famille se déploie et quelques personnalités, et ainsi de suite. Donc, pour qu'on puisse l'enterrer ou organiser ces obsèques, ce n'est pas une fondation. Ce n'est pas une fondation qu'ils vont mettre en place, c'est une idée qui peut être portée par la famille. Si la famille a les moyens pour se dire, OK, il faut voter un budget pour ça, en tout cas, il faut mobiliser un budget pour ça, ça ne va pas coûter 10 francs. Les fondations aujourd'hui qui ont marché sont des fondations des personnes qui, à la base, avaient d'abord des moyens. Mon oncle n'a pas laissé un compte fourni de millions de francs. Pas du tout. Il n'a pas laissé un seul franc dans un compte bancaire pour qu'on dise que okay, ces enfants vont prendre cet argent-là pour créer une fondation. Donc, c'est bien, mais je me dis, il y a quelque chose, c'est que ces enfants aujourd'hui grandissent. Je prie Dieu que demain ou après-demain, ils soient situés, qu'ils aient des emplois et qu'un jour, ils puissent s'élever et dire, voilà, nous allons créer une fondation et voici comment nous allons la financer. Donc c'est bien de faire des déclarations, mais c'est aussi plus réaliste de mobiliser les moyens nécessaires pour mettre en place. Concernant justement les polémiques qui ont entouré le décès et les obsèques de Charles Ateba Aine, beaucoup vous ont pointé du doigt en estimant que vous seriez accaparé de toute l'organisation et que vous n'avez laissé guère la place à ses amis et à ses compagnons, entre autres. Non, que répondez-vous qui suis-je? Ce n'était pas déjà possible. Lorsque mon oncle décède, je crois que je devais avoir là les 26 ans ou 27 ans. En réalité, qui suis-je? Les obsèques ont été organisées par la grande famille Ngoué. Ces déclarations, je le précise, M. Assiga, M. Assiga ont été portées par un célèbre professeur. Oui, bon, je suis d'accord, je suis en train de répondre. Je suis en train de vous dire que c'était une organisation qui avait été mise en place, présidée par le général Pierre Semegue, donc qui donnait les orientations. Maintenant, si certains amis estimaient que c'est eux qui devraient organiser les obsèques, ça paraissait bizarre. Ça paraissait vraiment bizarre, savoir que Charles Ateba Aine, fils de Bikoka, ses obsèques soient organisées par, je veux dire, des amis. Peut-être qu'il ne s'appartenait plus, il était victime de son succès. Ça, c'est des slogans et des mots qu'on peut dire partout pour essayer d'organiser une récupération quelconque. Donc, moi, j'ai envie de dire que lorsque vous décidez, même si vous êtes président de la République, à un moment donné, on dit dans la stricte intimité familiale. En même temps, la famille n'avait pas interdit à X ou Y, Z d'apporter une contribution dans l'organisation. Le seul problème, c'est que les gens ont voulu
utiliser la dépouille de mon oncle pour faire des meetings politiques. Ils avaient estimé qu'il fallait qu'on a organisé ces obsèques au Palais des Sports. Pour faire quoi? Pour faire quoi au Palais des Sports? Ce n'était pas un meeting politique. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, j'estime que politiquement, mon oncle n'a pas eu de succès, donc n'a pas réussi. Et j'estime et on estimait dans la famille qu'il n'était pas question qu'on continue. Il fallait se recueillir à l'église et on avait choisi Marie Gouquet. Donc, voilà ce qui s'est passé. Dire que j'avais quel âge je pouvais m'accaparer de quoi. Mais ma voix comptait parce que au niveau de la famille nucléaire, j'étais l'aîné. Il faut le dire, j'étais l'aîné. Donc ma voix comptait aussi pour donner la position de la famille. Mais elle n'était pas différente de la position donnée par les différents patriarches. Donc c'est ce qui s'est passé. Maintenant, si certains ont été déçus, je ne sais pas vraiment. Peut-être qu'ils n'ont pas clairement affiché leurs intentions. Qu'est-ce qu'ils voulaient en faire? Ce n'était pas un meeting politique, ce n'était pas une démonstration. Je crois que la démonstration avait été faite par le peuple qui a imposé une marche de l'hôpital général à Marie Gouquet. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit on va le faire. Non, ça s'est imposé parce que lorsque les gens ont su que Charles Ateba Yenova, tout le monde est sorti. Ce n'était plus possible pour le corbillard de rouler à vive allure. Donc ça a été un événement imprévu. Et ceux qui estiment que c'est eux qui devaient organiser pour en faire quoi? Est-ce qu'on tire les honneurs en organisant les obsèques de X ou Y? Ils voulaient quel type d'obsèques encore? Le peuple a rendu hommage à cet homme et c'était suffisant. Maintenant, si, je le dis, certains avaient des intentions de politiser ou de récupérer ces obsèques-là, mon oncle, là où il était, je crois qu'il ne l'a pas permis. Il ne l'a pas permis et c'est normal. Parce qu'au soir de sa vie, il n'était pas là. C'est ces 2 amis. Pour sortir, une toute dernière question sur cette figure ouverte. Au vu de la stature qui était désormais celle de Charles Ateba Yenova, vous pensez que qui aurait plus perdu dans l'affaire? Le régime en place ou l'opposition dont Charles Ateba Yenova portait parfois les positions? Bon, j'avoue que mon oncle était resté au sein du parti au pouvoir, c'est-à-dire du RDPC. Malgré ses critiques, il n'avait jamais démissionné de ce parti-là. Et peut-être certains ont sous-estimé sa puissance. Et ils l'ont sûrement expérimenté lors de ses obsèques. Ils avaient sûrement compris qu'ils auraient dû l'utiliser. Ils auraient dû l'utiliser pour parler à l'opinion, pour faire un certain nombre de choses. Je parle au conditionnel, hein, parce que peut-être ils ont une autre façon de voir la chose, mais c'est mon avis à moi. Maintenant, l'opposition aussi, avec quelqu'un qui ne gardait pas les secrets internes, qui venait bombarder, et ça arrange justement l'opposition, ça donne des cartouches à l'opposition pour que cette opposition puisse attaquer, en tout cas les utiliser dans le débat politique. Donc je crois que c'est le pouvoir qui a beaucoup perdu. Bon, maintenant, est-ce qu'il a vraiment perdu au vu des relations qu'il avait avec certaines personnes? Parce que c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû faire de la politique, parce qu'il était vrai. En politique, nous sommes des Bantous. La politique, c'est exactement le contraire de ce qu'on pense. Or, lui, en réalité, il ne savait pas tourner. Il ne savait pas tourner. Il disait des choses. Lorsque vous êtes son ennemi, il vous dit carrément, il vous dit directement que je ne vous aime pas, vous n'êtes pas mon ami parce que vous m'avez fait ci, vous m'avez fait ça. Donc, c'est mon avis. Patrice Assiga, merci pour ce long témoignage sur la mémoire de votre oncle, Charles Ateba Yenova. Et merci encore de vous être prêté au jeu des visages sur cette édition d'À vous la parole. Nous allons repartir bien évidemment au téléphone avec nos téléspectateurs qui réagissent à vos propos. Nous allons prendre ce message. Bonsoir à vous, chers panélistes. Je voulais juste dire qu'ici, l'on ne pourrait pas parler d'emploi pour la jeunesse sans toutefois laisser la chance aux jeunes de juste évoluer. Être Camerounais, de fois vous rend d'une part honteux. Malheureusement, le message n'est pas signé. Prière de bien vouloir souvent signer vos messages. Nous allons avec celui-ci. Monsieur Assiga est un modèle de réussite et d'initiative pour la jeunesse camerounaise. Que Dieu le bénisse.
Malheureusement, la situation est tellement préoccupante qu'il faudra une révolution radicale. Tous les secteurs sont touchés par un déficit criard d'exemplarité et de confiance. Notre État est à refonder. Il a signé KU, je suppose, un sigle. Alors, vous pensez comme lui que tout est à faire dans l'État du Cameroun? Déficit et criard, c'est ça? Tout est à faire. Je pense que aujourd'hui, il faut que les uns et les autres comprennent que les choses sont en train de changer. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir parce qu'aujourd'hui, les voix s'élèvent. Il y a beaucoup de pression et croyez-moi, le gouvernement est en train de prendre tout cela en compte. Le gouvernement comprend aujourd'hui qu'il faut faire avec la jeunesse ce qu'ils veulent entreprendre. Mais moi, je vais dire ici qu'il faut dénoncer les boulots de Chambrou. Lesquels, par exemple? Voilà. Non, c'est chacun qui a, par exemple, son expérience. C'est-à-dire, si vous avez déposé un dossier dans une administration et que vous pensez qu'on vous demande des choses qui ne sont pas conformes, il faut dénoncer. Il faut dénoncer parce qu'au jour d'aujourd'hui, croyez-moi, les pressions même qui se font sur les réseaux sociaux, je n'encourage pas la calomnie, je n'encourage pas les règlements de compte, mais si vous avez vécu une expérience avec des preuves, il faut dénoncer pour que ça change. Il faut dénoncer parce qu'on ne peut pas développer le Cameroun sans la jeunesse. Vous pensez qu'on va parler au nom de la jeunesse? Non, les jeunes ont des idées. À moins disons, de 18 à 40 ans, on a des idées. Dès qu'on atteint 45 ans, c'est presque la retraite. Moi, je souhaite prendre ma retraite à l'âge de 45 ans. Donc, du coup, c'est à cet âge-là qu'on capitalise. Arthur Zan, il a quel âge? Au jour d'aujourd'hui, il a déjà mis en place deux ou trois innovations qu'il faut accompagner. Si on le laisse qu'il atteigne 60 ans, c'est pas au soir de sa vie qu'on va le soutenir. Donc, il faut regarder cela, juger les projets à travers leur pertinence et non à travers des individus ou voir, voilà, c'est l'enfant de qui, est-ce que, bon, vraiment, ça ne nous avantage pas, ça ne va pas développer le Cameroun. Et il faudrait effectivement que les gens à qui le président de la République fait confiance soient des hommes d'État. Vous pensez pour cela qu'il faudrait peut-être passer à un autre régime, comme certains le disent? Passer à un autre régime, ça va arriver. Ça va arriver parce que le président de la République, il faut le reconnaître, il est au soir de sa vie, il a déjà tout donné, même l'âge. Ce qui est sûr, c'est qu'un autre régime arrivera. Et puis, les choses, croyez-moi, ne seront plus comme avant. Il faut que les uns et les autres ne tolèrent plus ce qu'ils ont toléré parce que les Camerounais aussi, je n'incite pas à la révolte ou à la désobéissance, mais au moins je pense qu'il faut trouver des mécanismes de dénonciation, il faut trouver des mécanismes pour passer en force. Les gens doivent être informés des procédures, chercher la bonne information, éviter justement les raccourcis parce que parfois lorsque vous n'allez pas à la bonne source pour chercher la bonne information, vous êtes victime de la corruption. C'est l'une des batailles du salon de l'action gouvernementale parce qu'on se dit quand même que l'absence de communication entraîne la corruption. Je vous prends un exemple. Si vous allez à la mairie où on établit un acte de naissance gratuitement, vous ne voyez pas une affiche qui indique que l'établissement a l'acte. Oui, quelqu'un, quand vous arrivez pour demander l'information, vous tire de côté, vous dit, il fait semblant de vous aider, après il revient, vous dit non, ça va vous coûter tant. Or, si on avait affiché sur la porte ou à l'entrée que l'établissement d'un acte de naissance est gratuit, moi je crois que les gens on ferait face à moins d'actes de corruption dans notre pays. Donc, il faut écouter les jeunes, il faut faire avec des jeunes, il faut surtout laisser les jeunes innover. Le président a demandé à la jeunesse d'oser. Qu'est-ce qui ne va pas? Merci Patrice Assiga pour ce message. Nous allons faire l'une des toutes dernières virgules de cette édition d'À vous la parole de ce soir. Patrice Assiga, la tradition voudrait que sur ce programme d'Info TV, À vous la parole, qui prône la proximité, qui prône le vivre ensemble, notre invité en toute fin d'émission puisse dire un mot en langue maternelle à ses frères ou ses sœurs, un mot d'apaisement je suppose. Alors Patrice Assiga, si vous voulez bien vous prêter au jeu, vous avez 1 minute pour adresser un message d'espoir à vos frères, à vos sœurs, certainement les Bikoka. Ok. Ababazan Mbumungwe,
Nous avons assisté Abu Miayema et qui Baba Yemki. Nous avons assisté. Doma in makamina na Gumura Bele, Idoma Yinabo. Tayangana Abi Milia, Abi Abumani. Doma Yan Buenna. Ayene ke sedio su ayeno si amo sunga kayo asunena intournable de qui i projable qui me permettre me comme influencer à se mettre en place de qui à kusu mina ne ka firmer mo ben mina ne sie mini que yene borbo voir yon mia yemna mi ben mini mbeli domizin donc abim tindu me ma karme me yemna nam wetenda mo sizin e fu domine na mina yen morusa yen zana yem nguma yare amude amu mulumazu iboria banga yara soucier abanga yem bo domizin bu be ito asuna mui ito ene na belmana folia wa bo manisidu e sikna we ko to président on ne faisant to président asuze pourquoi ne pas donc manabim tien ma karmi en ko yimga mi abunga bolia mi non mané on dene mi suivre programme à vous la parole donc nga mi abunga. Merci Patrice Asiga pour ces mots dédiés à vos frères et sœurs de Bikoka. Nous touchons à la fin de cette édition de À vous la parole. Patrice Asiga, le mot de la fin avant de nous séparer. Le mot de la fin, premièrement, vous remercier, dire également merci à tous ceux qui ont suivi ce programme et aussi lancer un message à tous les jeunes pour leur dire formez-vous. Mon oncle me disait l'avenir appartient aux spécialistes. Vous devez vous former, vous devez rester dans un créneau. Si vous avez choisi d'être électricien, restez dans l'électricité. Évitez de chercher la maçonnerie. C'est vrai qu'il faut toucher à tout pour vivre, mais non, à terme, vous n'êtes pas concentré et puis vous n'excellez pas véritablement dans un domaine. Donc, vous devez vous former, vous devez vous spécialiser. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Et je vous renouvelle mes remerciements d'avoir suivi ce programme. Le SAGO, c'est votre projet. Si vous avez des propositions à nous faire, faites-les nous. Patrice Asiga, ouais. juste en conclusion, pour sortir, alors, qu'est-ce que vous réservez vous au niveau du SAGO pour Info TV? Info TV, je voudrais déjà féliciter le promoteur pour... de 9 ans. Voilà, de 9 ans, qui est un grand frère. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer, j'espère pouvoir le faire un jour. Déjà le féliciter pour Info TV, bien évidemment, vous dire déjà merci pour les couvertures intérieures. J'espère que cette année, nous allons accentuer dans la diffusion des conférences aussi, parce que l'objet, c'est de porter le message à tous les Camerounais. J'annonce que cette année, le secteur des transports va se déployer massivement. C'est un secteur qu'on ne connaît pas, et pourtant c'est le poumon même de l'économie camerounaise. Vous allez le découvrir en grandeur nature au Salon de l'Action gouvernementale. C'est du 22 au 25 septembre du côté du Palais polyvalent des sports. Merci Patrice Asiga d'avoir répondu favorablement à notre invitation et bonne chance à vous. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition d'À vous la parole de ce soir. Restez fidèles au programme d'Info Télévision qui se poursuivent. Mais avant de partir, permettez-moi de vous relayer cette pensée de Vince Lombardi qui dit ceci. La différence entre une personne qui réussit et les autres n'est pas un manque de force ni de connaissance, mais juste de volonté. Bonsoir.